Merci d'être venu. Je pense bien que M. Villet n'est pas très connu en dehors du cercle des juristes. Alors, je vais supposer hardiment que, en venant m'écouter parler de Michel Villet, vous souhaitez connaître autant l'homme à travers l'œuvre que l'œuvre à travers l'homme. Alors, je vais vous présenter l'homme, Michel Villet, tel qu'il apparaissait à ses étudiants et à moi-même pendant ses cours de doctorat, à l'université Panthéon-Assas, Paris 2, où je l'ai connu et assisté, en effet, pendant une quinzaine d'années. Et puis, l'homme Michel Villet, ce sera le second point, tel qu'il pouvait apparaître à ses collègues. Et enfin, je vous parlerai d'une petite partie de son œuvre, celle qui probablement lui a valu le plus d'incompréhension et qui est un examen critique des soubassements philosophiques de la théorie des droits de l'homme ou des droits subjectifs. Donc, trois parties familières, presque anecdotiques pour les deux premières parties et plus philosophiques ou plus abstraites pour la troisième partie. Donc, accrochez vos ceintures, on commence. Pour résumer et symboliser l'impression que faisait Villet à ses étudiants, ce sont deux images qui venaient assez spontanément à l'esprit. La pyramide et le papillon. Voilà, c'est ce que j'appelle les deux qualités principales de l'esprit juridique, le charme et l'aplomb. Voilà. Deux images apparemment contradictoires, voire incompatibles, mais quand on assistait à son cours, on le voyait immédiatement dessiner au tableau avec la craie la figure d'une pyramide, pour symboliser le juriste ou le juge qui, évidemment, trône entre deux plaideurs et rend de son siège surélevé la sentence. Donc, il dessinait ça au tableau, une pyramide. C'était le juge. C'était tout autant l'image de la dialectique, où le maître écoute l'une et l'autre partie avant de trancher. Ceux d'entre vous qui aiment le latin, audiatur et altera pars. On ne tranche qu'après avoir écouté l'une et l'autre partie. Donc c'était aussi cette pyramide à la craie, là, symbole de cette dialectique, image dont on a l'équivalent, au fond, dans chaque article de la Somme de théologie de saint Thomas, qui comprend, pour répondre à la question formant le titre de chaque article, une première série d'opinions probables, videtur quod, opinions probables autorisées, Saint-Augustin, Saint-Anselme, Saint-Ambroise, puis un set contra, non moins autorisé, la Bible dit que, bon. Puis un respondeo qui relie par en haut ce qu'il y avait de recevable en chacune des opinions alléguées. Donc l'image de la pyramide correspond à peu près à chaque article de la Somme de saint Thomas. Cette pyramide est image encore de la mesure juste par laquelle Aristote, puis saint Thomas, puis lui-même Villet, caractérisait la vertu. Spécialement la vertu de justice, un milieu, disait-il, entre un excès et un défaut. Non pas comme un marais entre deux montagnes, non pas comme le français moyen, équivalent du français médiocre, ou normal maintenant dirait-on, n'est-ce pas? Non, pas même le juste milieu du temps de Louis-Philippe, mais comme un sommet entre deux précipices. Pyramide en effet. Pyramide encore, ce symbole du fléau de la balance qui permet de comprendre et faire comprendre qu'il n'y a droit que s'il y a rencontre de la dimension verticale et de la dimension horizontale, que si la balance de notre esprit règle la balance des choses. En latin, c'est beaucoup mieux dit, c'est la statera, la balance de notre esprit. Si elle est déséquilibrée, elle va déséquilibrer les choses. Autrement dit, avant que le juge ne prononce une sentence, donc établisse l'équilibre entre les deux plateaux, il faut que dans son esprit, il y ait déjà cet équilibre. Et donc, la philosophie du droit sert, entre autres choses, à équilibrer la balance de notre esprit. Eh bien, cette balance coordonne l'aspect vertical et l'aspect horizontal des choses. Et donc on arrive toujours à la pyramide. Pyramide encore que cette solidité qui frappe dès qu'on voit les pyramides, avec une base solidement ancrée en terre et non moins solidement tendue vers le ciel. Je ne sais pas si vous êtes allé en Égypte, au Caire, moi j'y suis allé, et je m'attendais à être déçu par les pyramides parce que j'en ai vu tellement de reproductions que vraiment c'était un peu lassant. Tout le monde m'entend, hein, parce que bon, oui. Sinon, il faut que je parle là-dedans. Ça va ?
Oui. C'est bon. Bon. Et donc, et oui, je disais que moi j'y suis allé et j'ai quand même été impressionné par la solidité qui se dégage, même la solidité plus que ça. L'auréole de solidité que ça dégage, c'est vraiment époustouflant. Enfin bref, vous avez reconnu dans la tension vers le haut et étalement sur le bas, le geste de Platon montrant le ciel et le geste d'Aristote montrant la terre, que Raphaël avait si artistement fait se rejoindre dans la fresque de l'école d'Athènes et dont Michel Villet s'est constamment inspiré. Pyramide encore, qui symbolise si bien l'un des apports majeurs de Michel Villet au langage du droit et qui lui a fait rechercher et découvrir en chaque mot du droit, non pas un sens, mais une multitude de sens superposés, non pas une seule philosophie sous-jacente, mais une multitude de philosophies sous-jacentes. Le sens le plus apparent s'appuyant sur des multiples sens moins apparents. Et donc chaque mot, le mot ius, justice, le mot loi, lex ou nomos, le mot contrat ou convention, le mot témoignage, témoin, etc. Eh bien, sous chacun de ces mots, il voyait des multitudes de sens superposés où n'apparaissait que le sens actuel, mais au-dessous, il y avait beaucoup d'autres sens et beaucoup d'autres philosophies sous-jacentes qui donnaient à ce mot leur sens, son sens. Chaque mot pouvait être alors considéré comme une espèce de palimpseste. Vous savez ce que c'est que les palimpsestes, c'est les, comment dirais-je, les peaux de mouton là, sur lesquelles on écrivait, et puis qu'on grattait pour écrire une deuxième fois, puis qu'on grattait encore pour écrire une troisième fois. Paline en grec, c'est le de nouveau. Donc les palimpsestes, c'est les feuilles, les feuilles, c'est des peaux de là, ça a un nom. Les Papyrus. Non, c'est un autre. Bon, peu importe. Bref, ça donne également l'image de la pyramide. Le sens le plus caché étant peut-être le plus vrai, selon la signification grecque de l'étymologie. Villet a fait beaucoup d'étymologie, mais pas pour rechercher le sens ancien des mots. Étymologon en grec, ça veut dire le sens vrai. Donc c'est assez différent. Pyramide qui symbolise la démarche intellectuelle de toute une vie de professeur et qui, partant d'une grande étendue d'un savoir complexe, arrive peu à peu, en s'élevant, à se débarrasser des masques, à se débarrasser des revêtements trompeurs, pour arriver au sommet à une simplicité qui est la marque des grands esprits. Vous voyez que l'image tient la route. Pyramide, que cette image de la solidité presque marmoréenne du caractère et de la pensée de Villet, et qui lui a fait refuser tous les honneurs, braver toutes les incompréhensions, négliger tout ce qui n'était pas pur enseignement, comme son maître saint Thomas qui a refusé, vous le savez, toute espèce d'engagement politique. Alors, me direz-vous, comment a-t-il tenu si bon et si longtemps? Eh bien, c'est peut-être que la divine providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins, l'avait doté aussi d'un caractère extrêmement indépendant et ombrageusement jaloux de sa liberté. Et là, c'est l'image du papillon qui s'impose, ou presque. Quand on arrivait pour la première fois à un cours de Michel Villet, alors là, on était comme on dit maintenant, je ne sais plus, frappé, scotché, pardon. On était scotché, si j'ose dire. On était frappé, scotché par la mobilité de son corps, alors que son esprit semblait se fixer sur les vérités qu'il voulait nous inculquer. À peine arrivé, il s'asseyait. À peine assis, il se levait. Il prenait une craie pour donner figure à sa pensée, une pyramide, avec une énergie toujours inentamée, et il le faisait avec autant de conviction, avec tant de conviction que chaque craie était aussitôt brisée, suivie d'une autre dont la durée ne dépassait pas le temps du choc initial. Image de chrysalide autant que de papillon, mais surtout image de la vie qui ne cherche qu'à se répandre et se communiquer. Le papillon, c'est la pensée aussi. C'est la pensée, c'est Platon qui le dit, et on peut l'en croire. La pensée est une chose ailée. Quel penseur n'a cherché comme Platon à se délivrer des pesanteurs du terrestre, des lourdeurs du quotidien, pour s'élever dans l'azur et se déployer dans son élément propre? Alors il faisait sienne ces mots que vous avez peut-être lus dans Élévation de Baudelaire, au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des nuages, des mers, etc. Puis ça se termine car heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins,
celui dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Alors le langage des fleurs, c'est les papillons, évidemment. Qui mieux qu'un papillon connaît ce langage? Et ce papillon, auquel je compare Villet, a cette particularité de toucher les fleurs sans les abîmer. Vous l'avez noté. Eh bien, Villet, de même, a touché beaucoup de thèmes, beaucoup de concepts, beaucoup de doctrines, et l'on peut dire qu'il ne les a pas abîmés. Au contraire de tant de pesants commentateurs, il les a plutôt préservés, il en a plutôt respecté la fraîcheur, sans se laisser abuser par les fleurs fanées. C'était chez lui une discipline acquise mais sévère, de se borner à l'essentiel et de ne dire que l'essentiel. Il a peu écrit par rapport à d'autres collègues. Et là, c'est encore le papillon, c'est La Fontaine. Loin d'épuiser une matière, on ne doit prendre que la fleur. Sobriété qui frôlait parfois le laconisme qu'il appréciait chez son frère aîné Daniel Villet, dont il m'avait vanté la façon d'écrire. Daniel, me disait-il, écrivait d'abord 5 pages au fil de la plume, puis en retranchait au moins 4 avant la version définitive. Et donc il faisait en quelque sorte sienne cette ancienne devise, ou cette devise des anciens Grecs, que je dis en grec et que je vais traduire quand même, méga biblion, méga kakon. Un gros livre, c'est un gros malheur. Sobriété, ça c'est un des mots-clés de la pensée de Michel Villet. Le penseur est un peu comme le poète papillon du Parnasse. Et donc on retrouve La Fontaine, je vais de fleur en fleur et d'objets en objets. Ce fut peut-être un papillon du mont Parnasse, et non pas seulement du Parnasse, du mont Parnasse, dont vous savez sans doute qu'il avait 2 sommets, ce mont Parnasse des Grecs. Raison pour laquelle Dante l'appelle l'antique double mont dans la Divine Comédie. L'Hélicon, séjour des Muses, et le Syrah, séjour d'Apollon, symbole de charme et de l'aplomb, par où l'on retrouve l'alliance de la pyramide et du papillon. Alors évidemment, cet attrait pour les choses intellectuelles, spirituelles, élevées, n'allait pas sans quelque négligence pour les choses de la terre. Lui qui insistait tant sur le réalisme en philosophie, et spécialement en philosophie du droit, puisqu'il faisait de ce droit une chose, ipsa res justa, ça le disait presque à chaque cours. Eh bien cet homme avait des attitudes quelque peu surprenantes dans la vie quotidienne, qu'il me soit permis de rappeler 2 anecdotes dont j'ai été le seul témoin avec mon épouse. Ça, c'est pas dans les livres. Alors, voilà, je vous le redonne. Un jour que nous l'avions invité, au début de 1974, donc quelques semaines avant la campagne présidentielle de Giscard d'Estaing contre Mitterrand, Giscard, passant à la télé, avait été interrogé par un journaliste. Le journaliste lui dit « Êtes-vous marié ?» Réponse « Oui, je suis marié à Anémone. »« Avez-vous des enfants ?» ?»« Oui, nous en avons 4. » Ce passage instantané du jeu au nous par Giscard avait paru à Michel Villet le comble de l'élégance et lui avait suffi pour se décider à voter Giscard. Réalisme du papillon, me direz-vous. Un autre jour, qu'il nous avait invités à dîner chez lui, mon épouse et moi, rue d'Assas, il nous dit, dès notre arrivée, vers 20h, c'est l'heure des Parisiens, « Ah, ce soir, il y a un concert, c'est un opéra de Messiaen sur Saint-François d'Assise. Si vous voulez bien, nous allons l'écouter avant de passer à table. » 20h. Vers 23h, j'avais toujours plaisir à écouter Messiaen, mais mon estomac beaucoup moins, même si le chant des oiseaux composé par Messiaen, à la gloire de Saint-François, n'avait pas les mêmes accents que le chant évidemment imperceptible du papillon. Donc vous voyez, il avait ses travers comme chacun de nous. Alors, je conclus. Et lui-même terminait toujours ses cours en disant « je conclus ». Il les commençait, ses cours, en posant le problème qui allait nous retenir, pour l'heure ou pour les 2 heures, ce qu'il appelait « ponere causam », pour dire de quoi on allait parler et de quoi on n'allait pas traiter. Villet avait horreur du vague, du flou, de l'absence de limite, qui vous permet de parler de tout et de rien, bref, de parler pour ne rien dire. Il achevait ses cours en disant « je conclus », pour résumer ce qu'il venait de dire et indiquer la direction à suivre pour continuer. Conclusion probable,
Conclusion vraisemblable, car si le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable, vous connaissez Boileau, le vraisemblable est souvent le chemin obligé du vrai, quand on est, comme il le fut, un praticien de la dialectique aristotélicienne. Je vais noter en passant le goût de Villers pour la musique, Messiaen. Un orgue prenait une place non négligeable dans son appartement où la préséance aurait dû revenir au livre. Point du tout. De la musique avant toute chose, c'est pour cela préfère l'impair, aurait-on pu dire. Il s'était mis sur le tard à l'école de Jean Langlais pour apprendre l'orgue ou se perfectionner, et son maître a eu à cœur de composer pour la messe de ses obsèques un bourdon que nous avons entendu à Saint-Séverin. Alors cela nous amène à présenter maintenant Michel Villers, vu par ses collègues. Ce goût, donc deuxième point, deuxième partie, après Villers vu par les étudiants, comme je l'étais et comme d'autres l'ont été, en doctorat à Paris 2, vu par les collègues. Ce goût de Michel Villers pour la musique, il l'avait lui-même exprimé lors d'une journée qui lui était consacrée, et à la question « Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la philosophie du droit ?», il avait répondu à la surprise générale « Parce que je voulais être musicien, mais ma mère ne le voulut pas. » Bon, très bien. Évidemment, personne ne s'attendait à la réponse. Alors ce goût pour la musique, ou l'impair, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, ce goût pour l'impair, il l'avait manifesté non seulement par son attirance pour tout ce qui était étranger à l'alternative rationaliste du ou bien, c'est un titre de Kierkegaard, et qui lui faisait apprécier les plans chinois en 17 parties, bon, 17 parties pour un Français, mais encore par son engagement sans retour en faveur du dialogue, qui lui paraissait être l'âme de la philosophie comme l'âme du droit. Il mettait en valeur le dialogue ou la dialectique chez Aristote, le dialogue et la dialectique chez saint Thomas d'Aquin. Bien sûr, le dialogue chez Platon, ça va de soi. Ce dialogue, il est par essence impair, IMPAIR, parce que le français c'est très compliqué, parce que dialogue, ça ne signifie évidemment pas deux, comme un savantissime président de la République, j'ai nommé Giscard, eut un jour l'imprudence de le laisser croire, mais ça signifie entre deux, donc c'est trois, tiers, impair. Ce que confirme Platon dans le Timée, c'est une des phrases qui m'a le plus inspiré au long de ma carrière, je vous la cite. Que deux termes forment seuls une belle composition, cela n'est pas possible sans un troisième, car il faut qu'au milieu d'eux, il y ait quelques liens qui les rapprochent tous les deux. Et donc la phrase de tous les bons époux de la terre, c'est non pas nous deux, mais nous trois, parce qu'il y a quelqu'un qui sert d'unité. Oui, le dialogue, la dialectique est certainement ce qui a le plus orienté la vie de Michel Villers. Alors, vous trouverez sans doute convenable que j'articule cette présentation de Villers devant les collègues autour de ce dialogue, et je vais présenter cette pensée, cette personnalité en deux temps. Il a noué un dialogue avec les vivants et il a noué un dialogue avec les morts. Dialogue des morts, Lucien, vous connaissez. Donc d'abord, dialogue avec les vivants. Comme l'être, la vie se dit de bien des manières. Pollakos legetai en grec. Il le répétait très souvent. Ça veut dire que ça se dit de multiples façons. L'être se dit de multiples façons. Toon, pollakos legetai. Que de fois Michel Villers ne l'a-t-il pas répété après Aristote? Or, il y a les vivants qui sont tels parce qu'ils ont été ses contemporains ou ses prédécesseurs immédiats, sa famille, ses amis. Et puis, il y a les vivants qui, quoique disparus corporellement depuis longtemps, ont eu sur sa pensée une fécondité telle que ce serait mentir que de les considérer comme morts. Je veux dire saint Thomas, Aristote, Platon. Et donc, je vous parlerai brièvement de sa famille charnelle, puis de sa famille intellectuelle. Donc, dialogue avec les vivants, charnel et intellectuel. Alors, je vais faire référence très audacieuse, pardonnez-moi monsieur l'abbé, aux Quatre Barbus. Vous connaissez les chansons des Quatre Barbus, peut-être, bon, les plus anciens, parce que les plus jeunes, ça vous dit peut-être rien. Vous connaissez je suis le fils de mon père, le petit-fils de mon grand-père. Non, vous connaissez pas ça? Ah bon. Alors bon. Bref, Villers, qui n'aimait pas bien, je vais donner à entendre qu'il fut d'abord le petit-fils de ses grands-pères, le fils de son père et le frère de ses frères, étant entendu qu'il n'eut pas de sœur. Que l'un de ses grands-pères maternels
s'appela Émile Boutroux, grand propagateur de Kant devant l'Éternel, directeur de l'école normale supérieure au grand moment de la République avant 1914. Émile Boutroux, grand propagateur de Kant. Que Émile Boutroux ait été son grand-père maternel n'est certainement pas sans conséquence sur l'attrait qu'a exercé la pensée allemande sur Michel Villet. Que l'autre grand-père paternel, Edmond Villet, fut à Caen doyen de la faculté de droit et professeur d'économie politique n'est pas non plus sans résonance. Que donc il fut, Michel Villet, neveu des Poincaré, l'un aussi fervent de la République laïque que l'autre le fut des mathématiques, n'a pas été sans laisser des traces, même si ce fut sous forme d'agacement pour une rigueur qu'un musicien manqué n'apprécie que modérément. Qu'il fut fâché avec les chiffres, alors qu'il était neveu de Poincaré, Henri Poincaré, sur c'est l'hypothèse. Bon. Qu'il fut fâché avec les chiffres et l'esprit de géométrie, le témoignait autant son rejet des idées toutes faites, des droits construits morés géométricaux, comme dirait Spinoza, que son mépris pour l'argent. Quand dans son bureau, on apercevait un casier avec l'étiquette « Horribilia », on savait que c'était de comptes et de finances qu'il s'agissait. Alors que dire de l'influence de son père, dont vous savez peut-être que, privé de la lumière du jour, c'est-à-dire aveugle, cela ne l'empêcha pas, son père, Pierre Villet, d'avoir, et donc de faire voir, de mettre au jour, 4 fils, ni d'ouvrir les yeux d'autrui sur ce livre à tiroir que sont les essais de Michel de Montaigne. L'édition aujourd'hui encore la plus réputée dans le monde des essais de Montaigne, c'est l'édition procurée par Michel Villet, par Pierre Villet, le père de Michel Villet. Et Pierre Villet a fait toute sa carrière de professeur de lettres à la faculté des lettres de Caen, étant aveugle. Et donc, il avait évidemment une estime pour le monde invisible. Je crois que Michel Villet pensait un peu de son père ce que Victor Hugo disait d'Homère. Mélégisène aveugle et voyant souverain. Parce qu'une des villes qui se réclamait comme lieu de naissance de Homère, c'était une ville qui s'appelait Mélésie ou Malaisie, ou peu importe, enfin c'est Mélégisène, c'est-à-dire originaire de Malaisie. Plus que tout autre, ce père lui a appris que la vraie vie est invisible et que toutes les beautés qu'on peut voir des yeux du corps ne sont presque rien en comparaison de celles qu'on peut voir des yeux de l'esprit. On ne voit bien qu'avec le cœur, c'est dans Le Petit Prince, mais c'était déjà dans Pierre Villet, ce fut son legs à ses fils, qui sont donc les frères de Michel Villet. Un mot sur chacun, rapide, cela a passé d'abord dans Daniel Villet, l'aîné, et dit-on le plus brillant des 4. Il choisit, ce Daniel Villet, je ne dirais pas la meilleure part, mais l'économie, et d'une science lugubre, ça c'est la définition de l'économie politique dans le sérail, d'une science lugubre, il a fait un plaisir de l'esprit. Si vous avez l'occasion, petite histoire des grandes doctrines économiques, c'est un bijou. Et d'un monde sans cœur, le monde de l'économie, celui où il n'est question que d'intérêt et d'utilité, il fit peut-être pas un oasis de paix, mais du moins un monde supportable. Cela a passé ensuite, le vrai monde, la vraie vie est invisible, dans Raymond Villet, qui a consacré sa vie, lui, à la médecine. Ce sont les mystères du corps et des neurones qui le retinrent. Certainement, il a dû parler à son cadet, Michel, d'un ancien confrère nommé Aristote, pour qui le corps sans le cœur était aussi impossible à l'homme que la pensée sans le mouvant. Ça palpite. Cela a passé enfin à Michel Villet, le 3e. Je ne dirai rien du 4e, Claude Villet, qui est décédé depuis avant Michel. Michel est mort en 88 et son frère Claude était mort quelques années auparavant et son frère Daniel était mort en 68 et Raymond est mort le dernier. Tous ceux qui l'ont connu savent à quel point il avait conservé vivant le culte familial de la raison et du cœur. Cela fait qu'il a tout naturellement élargi sa famille charnelle à sa famille intellectuelle et prolongé le dialogue qu'il avait commencé à la table familiale avec des convives dont le corps était depuis longtemps descendu dans la tombe, mais dont l'âme ou la pensée, confondons pour un instant le animus et anima distingués par Claudel, dont la pensée était toujours vivante, je veux dire saint Thomas, Aristote et Platon. Donc, deuxième point de ce dialogue avec les vivants, de sa famille intellectuelle. La conception villéienne de la philosophie du droit est certainement dépendante de sa conception du dialogue. Or, cette conception du dialogue, il l'a reçue des 3 maîtres que je viens de citer, mais il l'a aussi transformée. On ne peut pas parler de philosophie sans parler de Platon.
Peut-être connaissez-vous l'exclamation admirative et presque découragée de Norbert Whitehead à la fin du XIXe siècle, qui disait ceci: « Toute la philosophie occidentale n'est qu'une suite de notes au bas des pages de Platon. » Fin de citation. Et on ne peut pas parler de Platon sans parler de dialogue et de Socrate. Or, Villers parle d'autant moins de Platon, il en parlait peu, qu'il en était plus imprégné. Alors évidemment, il ne se réclamait pas de Platon, hein, mais il a fait comme son maître et comme le maître de son maître, c'est-à-dire Socrate. Il n'a pas prétendu, comme Nietzsche, renverser le platonisme, mais il a été très soucieux de reprendre à nouveau frais le dialogue avec la pensée grecque la plus ancienne, les présocratiques, comme Heidegger, à qui il était allé rendre visite. Dans la lettre sur l'humanisme de Heidegger et dans l'article de Michel Villers contre l'humanisme juridique, on croit entendre comme les deux voix d'un même dialogue. Après, ce fut la rencontre décisive avec Aristote et saint Thomas. Sauf à remarquer qu'il y a les affinités électives qu'il y eut entre Michel Villers et Aristote, comme avec saint Thomas, ça vient probablement de l'extrême pudeur de sentiment de ces trois penseurs et de leur commune réticence à se laisser emporter par des passions ou des effets oratoires propres aux tribuns qu'ils ont toujours refusé d'être. Il y a des affinités électives entre ces trois hommes, et j'ai cherché évidemment pourquoi ils s'entendaient si bien, et j'ai, entre autres choses, pensé que ça venait de cette extrême pudeur et de ce refus obstiné de toute espèce d'effet de manche. Seulement Aristote a eu son Alexandre, et saint Thomas a eu son Saint-Louis, de sorte que le refus d'action du philosophe et du théologien a été plus que compensé, il a été récompensé par des hommes d'action de grande envergure. Michel Villers n'a pas connu cette satisfaction. Il s'est aperçu que nombre de ses interlocuteurs pouvaient paraître vivants, ils étaient en réalité morts, non seulement en tant qu'hommes d'action, mais aussi en tant qu'hommes de pensée. Et donc ça me conduit à ce dialogue avec les morts qui va me permettre de compléter cette présentation de Villers aux yeux de ses collègues. Alors je n'aurai pas la cruauté de vous dire qui parmi les vivants lui paraissait mort. Vous connaissez l'adage latin, je traduis: de mortuis aut bonum aut nihil. Des morts, on ne dit rien ou on ne dit que du bien. Alors, je citerai certains noms. Si je ne les cite pas tous, c'est tout à fait par hasard et parce que je ne peux pas déborder le temps. Je me contente d'observer qu'il y eut parmi ses interlocuteurs ceux que la pensée unique empêchait d'avoir le renom qu'ils méritaient, des morts donc, en ce sens que c'était des vivants dont on ne voulait pas entendre la voix, mais que Michel Villers faisait parler, lui, et qu'il y eut parmi ses interlocuteurs ceux que la pensée unique ou la mode obligeait à entendre, alors que selon lui, leur pensée était complètement morte. Et donc, des morts que le dialogue avec Villers a cherché à maintenir en vie, des vivants que le dialogue avec Villers a transformés en morts, ces deux points vont nous permettre de préciser en quoi le dialogue villésien a été sélectif et jusqu'où on peut le lui reprocher. Des morts vivants, puis ensuite des vivants morts, bien sûr. Des morts vivants, j'entends par mort des hommes dont la pensée a influencé, tantôt plus et tantôt moins, celle de Villers, parce qu'elle lui semblait féconde et dont cependant l'opinion publique, l'opinion universitaire faisait si peu de cas qu'il y voyait l'équivalent d'une condamnation à mort. Combien de fois l'ai-je entendu pester contre le ministère, devinez lequel, contre le CNRS, contre tels journaux, incapables de promouvoir, comme ils le méritaient, des hommes de la carrure intellectuelle d'un Georges Kalinowski ou d'un Hasso Jäger. Ça vous dit peut-être rien, Kalinowski? Non. Jäger non plus? Non. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, moi, pour nous, ça avait de l'importance et c'est pour ça que je le cite. Incapables ou impuissants devant les mises en garde répétées d'un Jacques Ellul, qui était son ami, contre les dangers techniciens, ou d'un Julien Freund, qui était aussi un ami, face au reniement politicien. Que n'a-t-il déploré le peu d'écho rencontré auprès de leurs collègues par des hommes, là ce sont des Italiens tels que Alessandro Giuliani ou Sergio Cotta. Que de plaintes, moins fondées peut-être, contre les succès médiatiques de l'école analytique du langage et des anglo-saxons, Dworkin, Rawls, etc. Ça vous dit peut-être quelque chose, mais enfin bon, c'est les hommes du sérail. Hein, donc,
coupable à ses yeux d'éteindre la lumière venue de Bruxelles avec Perelman, qui avait fondé une école de dialectique et de rhétorique, et à laquelle Villers attachait une certaine importance, à mon humble avis, un peu excessive. Mais enfin bon, tous ces hommes, et beaucoup d'autres, dont la réputation scientifique est si enviable qu'il serait déplacé de les considérer comme des morts vivants. Bon, alors là, je peux citer quelques noms, mais ça ne vous dira rien. Sinon, peut-être Yvonne Bongère, Jean Gaudemey, Jean Carbonnier, Mallory, bon. Et puis, un de ces dernières joies, ça a été Alfred Dufour, qui était professeur à l'université de Genève, et qui lui l'a fait nommer docteur honoris causa de cette université. Tous ces hommes ont marqué Michel Villers de leur empreinte. Avec tous, il a mené un dialogue savant, vif et parfois très vif. Les suites n'ont pas été celles qu'il espérait parce que, au dehors, le public ne se souciait pas de ses interlocuteurs. Le public et les pouvoirs publics, d'ailleurs, les tenaient, ces auteurs-là, qui étaient intéressants pour Villers, capables de tenir un dialogue exigeant, les pouvoirs publics et le public les tenaient pour morts parce que démodés, ou pire, désintéressés, c'est-à-dire incapables de faire gagner les élections ou d'augmenter le PNB. Alors il était inévitable que le dialogue de Villers avec les auteurs bien en cours, conformes au programme et faciles à mettre en fiche, tourna très court. Fussent-ils plus illustres que des monstres sacrés, Michel Villers a parlé d'eux comme on parle des morts. Et là, il ne s'est pas fait que des amis. Donc, deuxième point, des vivants morts. De même que Villers a eu des affinités électives, il a eu des phobies. Phobie à l'égard de la scolastique espagnole, dont les représentants, Suarez, Vitoria, Soto, etc., ne méritent pas tous cette indignité. Phobie à l'égard des nominalistes et utilitaristes d'outre-Manche, Occam, Hobbes, Bentham. Je vais arriver à Occam tout à l'heure. Je n'en dirai rien non plus. De tous ces auteurs, pour reprendre une expression célèbre de Benedetto Croce, vous avez peut-être vu ce nom, mais bon, il a vu ce qu'il y avait de mort et non ce qu'il y avait de vivant. Fût-ce cause ou conséquence d'un dialogue manqué, c'est difficile à trancher. Il est plus aisé de voir qu'il a aussi traité durement certains auteurs allemands et non des moindres. Il a été sévère avec Kant, avec Hegel, avec Marx, mais cette fois, le dialogue n'a pas été à sens unique, celui d'un vivant qui rejette des morts. Michel Villers a été beaucoup plus marqué par eux qu'il n'aurait consenti à l'avouer. Il a vertement critiqué Kant, mais Kant le lui a bien rendu. On n'est pas pour rien le petit-fils d'Émile Boutroux. Dans le plan de son précis d'Alloz, que peut-être vous avez lu ou que vous lirez, dans le tome 1, c'est la fin du droit, les fins du droit, et il s'oppose au tome 2, les moyens du droit. Eh bien, cette dichotomie, Villers la reprend à Kant, et c'est elle qui affecte dans une mesure non négligeable le sens qu'il croit pouvoir donner au télos, c'est-à-dire à la finalité aristotélicienne. De même, il reprend à Kant sa coupure entre fait et valeur, entre être et devoir être, sein et sollen pour les germanistes. Il la lui reproche, mais il la fait sienne, et met souvent valeur là où Kant met fait scientifique, et réciproquement. Il a contredit l'ambition hegelienne de saisir le tout du monde dans un système conceptuel, mais il a dirigé une thèse mémorable de Jean-Philippe Guinle sur la philosophie du droit de Hegel et n'a jamais cessé de le hanter, la nostalgie du tout, holos en grec, beaucoup plus près du Ganz, qui veut dire tout en allemand, du Ganz hegelien, que du holos aristotélicien. Il a combattu le matérialisme marxien, à une époque où le mur de Berlin n'était pas tombé, donc il a eu du courage. Il a combattu le matérialisme marxien, mais il a eu de la tendresse, peut-être de la faiblesse, pour des marxistes patentés. André-Jean Arnaud, Nikos Poulantzas, qui ont été mes prédécesseurs comme assistants de Villers, étaient des marxistes patentés, maoïstes même. Et oui, l'Allemagne a été intellectuellement sa seconde patrie et ses amis y ont été nombreux. Alors je conclus cette présentation donc de Villers devant ses collègues. Vous connaissez cet usage qu'avaient au Moyen-Âge les étudiants d'accorder à leur professeur un qualificatif pour en faire ressortir la qualité dominante, celle qu'ils devaient avoir eue autant que celle qu'ils avaient eue. Doctor subtilis, doctor irrefragabilis, venerabilis inceptor, etc. Doctor communis. Bon. Donc c'était l'usage au Moyen-Âge. Alors je manque de cette simplicité pour m'en tenir à une seule épithète, je vais en prendre 3. Michel Villers fut un homme de raison, fut un homme de culture, fut un homme de cœur.
Un homme de raison en ce sens qu'il n'a fait qu'enseigner. Toute sa carrière a été professorale et rien n'a pu le détourner de l'enseignement. En dehors des épisodes très limités au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, il n'a connu après Caen que Strasbourg et Paris. Il a prouvé ainsi et éprouvé combien l'enseignement demandait d'exigence et de renoncement. À cet égard, il nous donne, je pense, une leçon de stabilité et d'unité. Ensuite, il fut un homme de culture. Je ne dirais pas comme le poète qu'il a parcouru tous les temps et tous les univers, mais enfin, il a beaucoup voyagé. De l'Antiquité à nos jours, ça va de soi, il était historien du droit. Mais les 5 continents, du Japon au Chili, du Canada à l'Afrique noire, ça ne va pas de soi. Il a sillonné l'Europe, dont il a pratiqué les principales langues. Allemand, anglais, espagnol, italien, latin, grec. Ouais, bref, il a été un Européen et a témoigné à sa façon que l'Europe est spirituelle ou n'est rien, qu'un Français est universel ou disparaît. Par où l'on aborde le cœur qui, en grec, se dit katholon, catholicon, universel. C'est le même mot, c'est l'homme de cœur. Cœur de poète. Nous revenons à Verlaine, qui lui a fait terminer sa vie sur la lecture de Claudel. Ce Claudel qui, au moment de sa conversion, avait reçu en pénitence l'ordre de lire la somme théologique de saint Thomas. Comme quoi, Dieu fait bien toutes choses. Cœur d'époux, enfin, à propos duquel je ne saurais mieux faire que de reprendre la devise en l'adaptant à celui qui a incarné le plus pur esprit de la croisade à laquelle Michel Villet a consacré la thèse que l'on sait, je veux dire Saint Louis, qui selon Joinville aurait dit de son alliance à Marguerite de Provence, or c'est un elle, point né d'amour. Je pense que Michel Villet aurait dit or Madeleine, point nu d'amour. Voilà pour ce qui est des collègues. Alors, qu'en reste-t-il dans le grand public maintenant? C'est la 3e et dernière partie de cette présentation, comme vous le voyez, un peu familière. J'espère que je ne parle pas trop vite. Alors, j'aurais pu aborder un certain nombre de points qui sont attachés au nom de Michel Villet. Il a été le rénovateur du droit naturel classique. Il a été le redécouvreur de la dialectique aristotélicienne. Le réinventeur, en quelque sorte, du droit comme res, comme chose. Il a beaucoup critiqué les droits de l'homme et les soubassements philosophiques des droits de l'homme et des droits subjectifs. Eh bien, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Et donc, je vais maintenant vous parler de la philosophie qui est à la base de la théorie du droit subjectif et de la théorie des droits de l'homme. Donc, ça va être plus difficile, plus abstrait, un petit peu plus long, mais enfin, si vous continuez à m'écouter comme vous avez commencé de le faire, tout est permis. On souffle un peu, je bois un tout petit peu, et on repart pour la 3e et dernière partie. Ça va? Si quelqu'un ronfle, son voisin me prévient. Bon, très bien. Bon, mais dites donc, la moyenne d'âge est correcte, là? Ça va? Tous les espoirs sont permis, enfin, quelques-uns, quoi. Ouais. Donc, je vais vous parler d'une doctrine très ancienne, très difficile en un sens, mais que j'ai tâché de vous rendre facile, et à laquelle Villet a consacré plusieurs cours et plusieurs années de son enseignement. Ça paraît très lointain, mais nous vivons au milieu de cette doctrine tellement que nous n'en avons plus aucune conscience. C'est le nominalisme. Or, pour critiquer, c'est-à-dire pour évaluer positivement et négativement la théorie des droits de l'homme, il faut d'abord examiner positivement et négativement la doctrine qui lui a donné son assise, c'est-à-dire le droit comme pouvoir du sujet. Et pour critiquer et évaluer le droit comme pouvoir du sujet, il faut savoir pourquoi, à un moment donné dans l'histoire de la philosophie, seuls les sujets individuels ont paru mériter de l'importance. La naissance de l'individualisme, c'est le nominalisme qui l'a provoqué. Alors, un petit rappel d'histoire, et très vite, je vais vous montrer les conséquences sur le droit de la doctrine nominaliste, qui est une invention d'un franciscain du XIVe siècle. Comment un moine du XIVe siècle, membre d'une communauté religieuse des plus ferventes, les franciscains, qui avait fait de pauvreté, chasteté, obéissance, peut-il être à l'origine d'une théorie du droit partout triomphante au XXIe siècle? Théorie qui veut que le droit soit seulement un pouvoir, soit le pouvoir du moi, droit subjectif,
soit le pouvoir de la loi ou droit objectif. C'est les expressions dont se servent les juristes. Telle est en tout cas la thèse de Michel Villet. Selon Villet, Guillaume d'Occam, moine franciscain du XIVe siècle, d'abord élève plus ou moins orthodoxe de Duns Scott, a élaboré une théorie de la connaissance qui a reçu le nom de nominalisme, en ce qu'elle répute pour inconnaissable et donc inexistant tout ce qui n'est pas strictement individuel. Seuls les individus, d'après lui, sont réels. Pierre ou Paul, tel percheron ou tel pur sang, cette rose-ci ou cette violette-là. Mais ne correspondent à rien de réel les termes universels, génériques ou spécifiques. L'homme, l'animal, la fleur. Et ne sont pas non plus réels les relations, comme on le dit quand on dit l'homme est un animal politique. Non, l'homme n'est pas un animal politique, ce qui supposerait qu'il naît avec des relations et que les relations sont réelles. Non, seul l'individu, l'homme individuel est réel, les relations ne le sont pas, la cité ne l'est pas. Tout ce qui n'est pas individuel, tout ce qu'il y a dans le langage de général, de relationnel, d'universel, n'a valeur que de connotation, que de nom, d'où nominalisme. Cette réduction du réel à de l'individuel ne date évidemment pas du XIVe siècle, on en voit des traces, et plus que des traces, chez les sophistes à Athènes quelques siècles avant Jésus-Christ, chez les stoïciens, chez les épicuriens, chez les chrétiens, notamment à Abélard, dès le XIIe siècle. Mais ce qui revient en propre à Occam, Guillaume d'Occam, c'est d'avoir systématisé ce nominalisme à l'ensemble des savoirs de son temps, c'est d'en avoir poussé jusqu'au bout les conséquences logiques, car il était logicien autant que théologien. Et c'est surtout qu'il les a transposées dans le champ du droit, ces conséquences de l'individualisme, où il a pénétré dans la seconde partie de sa vie pour défendre à la fois contre les prétentions pontificales son ordre, qui avait à sa tête Michel de Cézanne, ministre général des franciscains, auquel le pape voulait imposer la propriété des immenses biens reçus par eux en aumône, et il a dû défendre également contre la papauté l'Empire, avec à sa tête Louis de Bavière, à qui Occam aurait dit, en se réfugiant chez lui, parce que Occam était accusé devant la cour papale qui à l'époque se trouvait à Avignon, Occam aurait dit à l'empereur Louis de Bavière, « Défends-moi par l'épée, je te défendrai par la plume ». L'origine de cette querelle, c'est la querelle de la pauvreté. D'un mot, je vais tâcher de ne pas être trop long, François d'Assise avait donné une règle où il était permis de rien posséder. Bon. Mais très vite, d'immenses donations ont fait que cet ordre a été le plus riche de toute l'Europe. Et donc on s'est demandé comment administrer, comment gérer ces biens immenses. Il y avait des terres et il y avait des hommes sur ces terres. Quid pour la gestion? Ça prenait du temps, ça coûtait de l'argent. Dans un premier temps, on a dit, est-ce que ça appartient aux franciscains? Est-ce que ça appartient à l'ordre? Résistance des uns et des autres. Dans un premier temps, la papauté a dit, bon, on va pas chercher à savoir qui est propriétaire. Moi, papauté, pape, je gère, provisoirement. Puis on va décider ultérieurement, après avoir vu comment ça se passait. Puis au bout d'un certain temps, la papauté a dit, il y en a marre. On a autre chose à faire que gérer des immenses domaines. Débrouillez-vous, vous les franciscains, avec ces biens. Et il y a eu des franciscains pour refuser, en disant c'est contraire à la règle de Saint François, la papauté n'a pas le droit de nous imposer d'être propriétaires. Et c'est alors que les franciscains se sont divisés, les uns acceptant la sentence de Rome et les autres refusant. Et ceux qui ont refusé, c'est Guillaume d'Occam, Michel de Cézanne et quelques autres, en disant qu'on ne pouvait pas aller contre la volonté de Saint François. Bon. Et pour justifier ce refus, et en même temps justifier la rébellion de Louis de Bavière contre la papauté, Guillaume d'Occam a été amené à déduire les conséquences les plus extrêmes dans le domaine du droit et de la politique de son nominalisme de principe. Alors, si je voulais être complet, je devrais dans un premier temps vous résumer la philosophie nominaliste. Je n'ai pas le temps, et puis vous m'en voudriez. Il vous suffit de savoir que ce
ce qu'on a appelé à l'époque la querelle des universaux est venue de l'interprétation d'un auteur tout à fait secondaire qui s'appelait Porphyre et qui avait établi ce qu'on appelle l'arbre de Porphyre pour montrer que lorsque j'ai devant moi Pierre, eh bien ce Pierre, il a un homme, ça c'est général, il a une âme, ça c'est encore plus général, il est animé, il est un corps, il a la substance. Et bref, l'arbre consiste à montrer les degrés de généralité incluses dans l'individu final. Et pour Porphyre dit, qu'est-ce qui est réel? Est-ce que c'est Pierre seulement ou est-ce que c'est tout? Les uns disent c'est tout, d'autres disent c'est Pierre seulement, et c'est ça le nominalisme. Tous les autres concepts sont réputés n'avoir valeur que de nom. Arbre de Porphyre, nominalisme, je crois que j'en ai assez dit. Alors, je vais essayer de brosser devant vous le tableau des conséquences juridiques, quelquefois politiques, de cette réduction du réel au strict individuel. Seul l'individu est réel. Tout ce qui est général, tout ce qui est global, tout ce qui est relation n'existe pas si ce n'est comme pur nom, NOM. Alors Guillaume de Caen, mon excellent géologicien, a tiré lui-même les conséquences juridiques de son nominalisme. Celles-ci, il a fallu plusieurs siècles pour les faire prévaloir. Aujourd'hui, qu'elles sont presque unanimement admises, elles sont aussi difficiles à percevoir que l'ère du temps. Comme le dit Jean Largeau dans un ouvrage qui s'intitule « Enquête sur le nominalisme » et qui est apparu en 1971, ce que l'on respire journellement, on n'y fait plus attention. J'ai sous les yeux là, pour vous montrer l'ampleur de ces conséquences et de cette imprégnation, un texte, une petite citation de Taine, c'est 19e siècle, fin 19e. Une idée générale et abstraite, dit-il, est un nom, N-O-M. Rien qu'un nom. Le nom significatif est compris d'une série de faits semblables ou d'une classe d'individus semblables, ordinairement accompagnés par la représentation sensible, mais vague, de quelqu'un de ces faits ou de ces individus. Donc, n'est réel que l'individuel. Le reste ne l'est pas. Alors, 3 questions. D'où vient l'importance en droit contemporain, là je vais parler à des juristes au moins potentiels, hein. D'où vient l'importance en droit contemporain de ce qu'on appelle la qualification? Si ce n'est du nominalisme pour lequel la substance n'étant pas réelle, c'est un peu général, eh bien les qualités ne sauraient l'être davantage. Seul est de quelque intérêt, non pas les qualités, non pas la substance, mais la qualification que le législateur, droit objectif, applique aux individus ou que l'individu, droit subjectif, se donne à lui-même. Premier point. Deuxièmement, d'où vient la conception du droit actuel comme ayant pour source principale la loi positive? C'est la première leçon de droit civil dans toutes les facultés de droit de France. Qu'est-ce que le droit? C'est une règle de conduite sanctionnée, etc. Première source du droit, la loi. Tout le droit vient exclusivement, sinon principalement, de la loi positive humaine. D'où vient cette conception que tout le droit vient de la loi positive, appelée aussi droit objectif, si ce n'est du nominalisme, qui veut que le droit, le ius en latin, ne soit rien d'autre que la volonté du législateur. Deuxième point. Troisième point, d'où vient l'idée du droit présent, comme reposant essentiellement, sinon exclusivement, sur les individus, droit dit subjectif, si ce n'est du nominalisme, pour lequel l'individuel étant seul réel, le droit ou le ius ne peut pas être de l'universel, comme l'est la cité, puisque ça n'existe pas, ni un rapport ou une relation, puisque ça n'a pas d'existence, sinon celle qui emprunte aux individus réels. Alors, 3 points donc, qualité, volonté, identité. Sur ces 3 points, le nominalisme juridique ou le droit nominaliste a imposé son sens, et ce sens est devenu pour nous une évidence presque aussi indiscutable que l'évidence cartésienne. Tâchons d'en prendre la mesure. Donc 3 petites sous-parties, de la qualité, de la volonté et de l'identité dans la perspective du nominalisme tel que je l'ai résumé. D'abord de la qualité. Et vous allez voir qu'on arrive à des conséquences tout à fait actuelles, mais dont on ne mesure pas l'origine philosophique, parce qu'on a autre chose à faire, on a son beefsteak à préparer, on a son lit à soigner, bon, bref, voilà. De la qualité. La thèse centrale du nominalisme est que rien ne peut résister à la toute-puissance divine, la potestas absoluta en latin.
En quoi Occam montre qu'il est avant tout un théologien et un théologien chrétien. Puisque Dieu est tout-puissant et que rien ne peut limiter cette toute-puissance, en conséquence, aucune nature ne peut l'arrêter, aucun genre, aucune espèce, aucune substance. Ce que Dieu a fait, il peut le défaire à tout instant, ce serait tout autant parfait. Ce qu'il a fait, il aurait pu le faire autrement ou à l'envers, ça aurait été alors à l'endroit. Mais si, devant cette toute-puissance, l'universel vole en éclats, si la substance ne devient qu'un ectoplasme malléable à volonté, alors ce qu'Aristote appelle qualité et qui est dans la dépendance la plus étroite par rapport à la substance, perd également toute signification. Dès lors, on chasse toutes les qualités réelles et on laisse la place aux qualités seulement nominales. Parlons le langage du droit, dehors les qualités réelles, place aux seules et uniques qualifications juridiques et légales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la loi peut dire qu'est mariage l'envers du mariage. Parce que ce n'est pas la réalité qui compte, c'est la qualification par la loi. Et ça vient du nominalisme, puisque, je vais le dire, mais la potestas absoluta attribuée à Dieu par Occam, ça va passer au laïc, parce que la laïcisation va intervenir, bien sûr. Et de Dieu, on va passer à l'homme, et la potestas absoluta va passer à l'État et aux hommes politiques. La question se pose alors de savoir si le nominalisme juridique est une doctrine de la qualification ou de la disqualification. L'homme nominaliste est-il un homme doté de toutes les qualités, ou bien, pour parler le langage de Musil, un auteur du début du XXe siècle, un homme sans qualité? C'est un titre que vous pouvez aller lire parce que ce n'est pas sans intérêt. Un homme de qualité, au sens d'Aristote, pardon. Le sens en est encore perceptible chez Molière. C'est un homme de condition. C'est une substance dotée de certaines capacités qui les fait valoir pour son bien et pour celui d'autrui, qui a une réputation, qui a des manières, qui a des relations, toutes choses renvoyées par le nominalisme juridique au magasin des illusions. Un homme de qualité au sens de Molière n'est ni tout en haut ni tout en bas de l'échelle sociale. Il est par excellence l'être de l'entre-deux, de l'horizon, auraient dit les Grecs. Il est l'homme de la mesure. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. C'est pas dans le Volage gentilhomme, mais enfin c'est dans le misanthrope. De l'horizon. Il est l'homme de la mesure qui se garde comme de la peste de déployer toute sa puissance. L'homme de qualité au temps de Louis XIV et de Molière. Un homme de qualité par nature, en quelque sorte, il est en place, il est à sa place et il tient en place. Toute chose que le droit classique prend en compte et à quoi il s'adapte en permanence. Même s'il est un peu tiraillé entre le souhait de renforcer ce qui est solide ou bien institué, bien constitué, avec le risque de la scléroser, entre la chance d'effacer ce qui menace ruine et l'écueil d'abolir ce qui était encore debout. Donc il y a quand même des risques dans le cas de l'homme de qualité au sens de Molière ou d'Aristote. Mais à l'inverse, si on prend l'hypothèse nominaliste, il n'y a pas de substance humaine. Et donc il n'y a pas de qualité. Et donc c'est un homme sans qualité. Eh bien, un homme sans qualité peut recevoir légalement par la loi des hommes toutes les qualifications et toutes les disqualifications, puisqu'il n'y a en l'homme nominaliste aucune substance pour y accrocher quelques qualités, pour le mettre ou le remettre en place. On peut tout lui accorder comme on peut tout lui enlever. C'est à peu de choses près le zéro et l'infini d'Arthur Koestler. Puisqu'il peut tout autant être le jouet d'une toute-puissance que l'auteur de cette toute-puissance. Il peut monter sans que rien ne l'arrête. Il peut descendre sans jamais avoir à se plaindre. Le droit nominaliste, qui ne lui reconnaît ni substance, ni qualité, ni condition, ni place, le rend interchangeable avec n'importe quel autre individu et l'oblige à ne devoir sa place, sa reconnaissance, sa fortune qu'à lui-même. Le self-made man est un avatar de l'homme nominaliste et il est de toute convenance que l'expression en soit anglaise comme le fondateur du nominalisme. Puisque le droit nominaliste fait de l'homme individuel un être sans qualité,
il s'ensuit que ces individus ne peuvent être distingués que selon la quantité. Cette quantité qui va distinguer, dans l'hypothèse nominaliste, cette quantité qui va distinguer les individus entre eux, ça pourrait être la richesse, terrienne ou bancaire, ça pourrait être la majorité aux élections, ça pourrait être le nombre d'années. Peu à peu vont se mettre en place des paradigmes, des exemples, qui nous sont devenus familiers, si familiers qu'ils sont devenus pour nous les modèles juridiques indépassables. Rien d'aussi enviable pour l'homme nominaliste que d'être riche, que d'être élu ou que d'être jeune. Tout ça, ça relève de la quantité parce qu'il n'y a plus de qualité. D'être riche, d'être élu, d'être jeune ou de le paraître. Car la qualification nominaliste étant indépendante de toute qualité réelle, supposée inexistante, c'est pure apparence. C'est moins encore que la robe du magistrat. Elle est la robe couturée, déchirée et ravaudée sans cesse par la loi positive qui cherche à faire sortir les qualités du jeu des quantités, ce qui est évidemment impossible. On a beau élire massivement un imbécile, au bout des élections, il sera quand même un imbécile. On ne peut pas faire sortir une qualité de la quantité. Je sais bien que c'est notre persuasion et que tout notre système politique repose là-dessus, mais enfin une sottise est une sottise. Villet le disait beaucoup plus sévèrement que moi, mais enfin bon. Disons qu'il est plus difficile de faire un grand politique avec un nain massivement élu ou de faire un juste juge avec une fripouille reçue major à l'ENM que de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. C'est bien pourquoi, plus il y a de lois nominalistes, plus il y a besoin de nouvelles lois. Plus les hommes sont déclarés égaux et interchangeables en droit, en tant qu'individus, plus il faut de lois pour y veiller. Ce qui est paradoxal. L'homme nominaliste n'ayant aucune qualité, il peut les recevoir toutes de la loi. Est-ce à dire qu'ayant reçu grâce à la loi tous les droits, il n'en a plus aucun, comme le suggère Hobbes, ou que, n'ayant reçu de la loi qu'un seul droit, la puissance de tout faire par soi, il les a donc tous reçus, comme le pensera Rousseau. Tenez, encore un paradoxe et une espèce d'énigme, une aporie. Quelqu'un qui a tous les droits, a-t-il donc le droit de se plaindre ou n'a-t-il plus le droit de se plaindre? C'est l'indécidable, ça. Contentons-nous d'observer que la logique du nominalisme juridique qui substitue la qualification à la qualité et qui substitue la quantité à la substance est sur le point d'atteindre son terme puisqu'elle conduit sous nos yeux au droit à la mort, comme on appelle l'euthanasie. Comment cette toute-puissance, réservée par Occam à Dieu et attribuée depuis aux seuls humains, peut-elle culminer dans une totale impuissance? Pour autant qu'il soit vrai que donner la mort, c'est plutôt impuissance que puissance, c'est ce que permet de comprendre la volonté nominaliste comme étant à elle-même et à elle seule son propre objet. Deuxième point de la volonté pour le nominalisme. C'est un lieu commun de la théologie chrétienne que la volonté de Dieu est toute puissante, mais ça peut s'entendre de bien des façons. Occam présente cette toute-puissance de telle manière que rien ne puisse à aucun moment la limiter. Toute reconnaissance d'une nature stable, d'un ordre naturel durable, d'une substance fixe, d'une essence déterminée, lui paraît un attentat contre cette toute-puissance. Rien, dit-il, dans la nature, rien dans le cosmos, rien chez les hommes ne peut nous parler de Dieu. Et réciproquement, Dieu ne peut rien nous dire de lui dans la nature, dans le cosmos, chez les hommes. Aucune trace du Créateur dans les créatures. Ce que Dieu a fait est bien, mais aurait-il fait le contraire que ce serait aussi bien? Il a ordonné aux hommes de l'aimer, et c'est bien. Il aurait pu ordonner aux hommes de le haïr, et ce serait bien. Il a interdit aux hommes de tuer, de voler, de mentir, et c'est bien. Il aurait pu leur commander de tuer, de voler, de mentir, et ce serait encore et toujours bien. D'un mot qui résume la pensée nominaliste d'Occam, ça n'est pas parce qu'une chose est mauvaise qu'elle est interdite, c'est au contraire parce qu'elle est interdite qu'elle devient mauvaise.
En latin, vous aimez ça, non prohibita quia mala, sed mala quia prohibita. Et ça n'est pas parce qu'une chose est bonne ou juste qu'elle est voulue, c'est à l'inverse, dans la perspective nominaliste, parce qu'elle est voulue, qu'elle sera bonne et juste. Dieu a parlé dans l'Écriture et a dit que l'adultère était prohibé. Le théologien Occam le lit et l'approuve. Mais Dieu aurait pu dire que l'adultère était recommandé, et le théologien Occam l'aurait approuvé. Rien dans la nature ne limite la toute-puissance de la volonté divine. Rien dans la nature ne permet de connaître la volonté du législateur, puisqu'elle aurait pu être autre. À moins que Dieu ne s'exprime dans une écriture, dans une manifestation de volonté qui peut changer à tout instant sans cesser d'être parfaitement bonne. Vous voyez la manière dont Occam interprète la toute-puissance divine. Quelque nature ou quelque substance que ce soit conçue comme une limite ou un obstacle à la toute-puissance de Dieu est par lui refusée. Mettons maintenant l'homme à la place de Dieu, ou plutôt constatons que depuis Occam, l'homme a pris la place de Dieu. Le législateur humain s'est substitué au législateur divin. Ce qui est demeuré, est demeuré le volontarisme, est demeuré la toute-puissance de la volonté du législateur et l'impossibilité de le borner par quoi que ce soit. C'est du législateur humain qu'il est maintenant courant de dire qu'une chose est mauvaise parce qu'il l'a interdit et non pas qu'il l'interdit parce qu'elle serait mauvaise. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 89, qui fait partie de notre Constitution, le dit en propres termes, la loi, c'est pas ce qui vise la justice, non. La loi est l'expression de la volonté générale. Point. Et déjà à l'article 5, je cite à nouveau, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Autrement dit, en dehors de la loi, il n'y a rien. Dès que la loi a parlé, il y a tout. On a transféré aux hommes la toute-puissance que Occam accordait à Dieu. Ces formules, bien connues, sont bien connues. Ce qui l'est moins, c'est la cause d'où elles procèdent, le volontarisme et les conséquences qui s'en suivent logiquement, le légalisme ou le positivisme juridique. Selon le volontarisme occamien, le bien n'est pas ce qui oriente la volonté, comme chez Aristote, c'est ce qui découle de sa volonté. C'est donc un refus de finalité. Selon le volontarisme occamien, il n'y a pas de communauté qui engloberait l'individu, puisque seule est réelle la volonté individuelle. Ce qui est commun ne commande pas aux volontés individuelles, mais en découle. C'est un refus de civilité ou d'autorité. Dès l'instant qu'on pense que seuls sont réels les individus, se pose la question de l'établissement d'une société. Les présupposés philosophiques nécessaires au fameux contrat social, c'est l'individualisme, c'est le nominalisme. Si vous dites que l'homme est naturellement politique, comme on le trouve chez Aristote et quelques autres, il n'y a pas besoin de construire une société, elle est déjà là. Elle est donnée en même temps que l'homme, il n'y a pas à la construire. Mais si vous dites que seul l'individu est réel, à ce moment-là, on se dit, mais comment on va faire pour élaborer une société, d'où le contrat social. Mais ça n'est qu'une conséquence, le contrat social. Le principe, les prémices, c'est le nominalisme occamien et son volontarisme. Donc, selon ce volontarisme, il n'y a pas de communauté. Ce qui est commun découle des volontés individuelles, c'est un refus d'autorité. Et troisièmement, selon ce volontarisme, l'effet n'est pas ce qui ressemble à la cause, puisque la cause l'effet pourrait être le contraire de ce qu'il est, sans cesser d'être l'effet d'une même cause. C'est là un déni de ressemblance. Donc 3 petits points, refus de finalité, refus d'autorité, refus de ressemblance. Et puis j'en aurais presque terminé. Ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Moi aussi un petit peu, mais enfin bon, c'est mon rôle et c'est mon métier. Le volontarisme occamien est un refus de finalité, non en ce sens qu'il n'aurait aucun but, ce qui est impossible, mais en ce sens que la volonté humaine, la volonté du législateur humain, n'est pas orientée par un bien qui lui serait extérieur, antérieur, supérieur. Non. Le législateur occamien ne vise pas un bien qui lui serait transcendant, mais détermine, fixe
exprime et est seul à pouvoir déterminer, fixer et exprimer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste. C'est pourquoi l'expression de sa volonté a tant d'importance, car tant que cette volonté ne s'est pas exprimée, on ne peut rien en savoir. C'est pourquoi aussi la personne du législateur est capitale, car autre sera la personne du législateur, autre sera sa volonté, autre sera son expression. Puisque tout est supposé venir de la volonté du législateur chez Occam. Eh bien, tout vient de l'expression de sa volonté. Il y a comme un bloc indivisible entre la personne du législateur, la volonté du législateur et l'expression de sa volonté. Et alors, on aura le bien comme résultat de cette expression et de cette volonté. Impossible donc de changer le résultat sans changer par là même l'auteur du résultat, puisqu'ils sont une seule et même chose, une seule et même réalité individuelle et indivisible. De là pourrait bien venir, hypothèse, l'importance que nous accordons aux élections, à l'élection des législateurs et le besoin que nous éprouvons de changer à intervalles réguliers de législateurs. Puisque la loi nominaliste ou volontariste est nécessaire en tout et suffisante à tout, si nous n'en sommes pas satisfaits, c'est que le législateur est à changer. Cela s'accorde parfaitement avec le deuxième point, le refus d'autorité qu'entraîne ce volontarisme, avec le refus de toute autorité autre que celle qui vient des seules volontés individuelles. C'est Rousseau. Comment faire en sorte qu'en obéissant à l'État, je n'obéisse qu'à moi-même ? Puisque la volonté individuelle ne poursuit pas quelque bien, mais en est l'expression. Alors, la volonté générale ne poursuit pas quelque bien commun, mais en est l'expression. Ou plutôt, ce qui est commun n'ayant rien en soi pour orienter, pour élever, pour freiner les volontés individuelles, il ne peut plus être question d'autorité, d'auctoritas, pour augmenter le bien commun. Auctoritas, c'est ça que ça veut dire, augmenter le bien commun. Et lui permettre d'alimenter les biens particuliers. Ben non, il n'y a plus de bien commun, ça n'existe pas. Alors, il ne peut plus être question que de pouvoir que le plus fort impose au plus faible, ou que le plus nombreux impose au moins nombreux. La volonté générale n'est pas d'une autre espèce que les volontés particulières, elle est simplement plus puissante. Il s'ensuit que ce qui est juste, le droit, le ius classique, ne peut plus être, comme dans la perspective d'Aristote, le partage des biens communs, puisque dans la perspective d'Occam, il n'y a pas de biens et il n'y a pas de communauté. Le droit nominaliste ne peut être que l'effet de la volonté générale et des volontés individuelles, la rencontre de l'une avec les autres, ou leur choc, ou le concours, ou le combat de celles-ci entre elles. Et nous avons la vie juridique et politique contemporaine sous les yeux. Ça vient du nominalisme. Ce qui pour Aristote et pour les Romains et pour saint Thomas était considéré comme le bien le plus divin qu'un homme puisse poursuivre dans ce monde sublunaire et à faire prévaloir sur les biens particuliers, puisque sans celui-là, le bien commun, ceux-ci, les biens particuliers, périraient, faute d'aliments. Eh bien, ce bien commun devient pour le nominalisme l'ennemi personnel du nominalisme occamien, parce que c'est un obstacle à la toute-puissance des volontés générales ou individuelles. Et ainsi, autant le législateur classique peut être remercié des bienfaits dus à sa législation, et ce remerciement se traduire d'un côté par l'obéissance et de l'autre par l'autorité, autant le législateur nominaliste occamien ne le peut pas, puisque la loi dont il est la cause pourrait être entièrement différente. Elle n'aurait pas d'autre fonction que d'exprimer sa volonté, plus concrètement d'asseoir son pouvoir. Et c'est une déduction fort logique du volontarisme occamien, non seulement que n'importe quel individu peut être législateur, mais doit pouvoir l'être, et que non seulement il ne peut être remercié au sens de la civilité, mais il peut seulement être remercié au sens de fichu dehors, au sens de chassé, pour être remplacé régulièrement. C'est ce qui explique enfin que la loi classique est à l'image et ressemblance de son auteur. Il y a du bien dans la loi parce qu'il y a du bien dans le législateur, tandis que la loi nominaliste ne ressemble à rien ni à personne parce qu'elle est exclusivement volontaire. Si l'être de la cause se retrouve dans l'être de l'effet, ça c'est Aristote et c'est saint Thomas, l'effet ressemble à la cause,
Et on peut s'y reconnaître. Si l'homme est causé par Dieu, il peut lui ressembler. Si l'homme est producteur, procréateur, poète, tout ce qu'il fait va lui ressembler, peu ou prou. L'homme peut donc se connaître dans une double direction, dans la perspective classique, Aristote, saint Thomas, en cherchant Dieu auquel il ressemble, en cherchant à ressembler à Dieu, et puis en voyant ce dont lui-même est l'auteur, les œuvres qui lui ressemblent. Donc il se connaît dans les deux directions. Et ses œuvres lui ressemblent, si peu elles-mêmes, à lui, et comme lui ressemble à Dieu, ses œuvres ressemblent un petit peu à Dieu. Donc ce que fait l'homme parachève, accomplit, embellit la création. Si, à l'inverse, avec le nominalisme, on postule que l'être de la cause ne se retrouve en rien dans l'être de l'effet, que l'effet ne ressemble en rien à la cause, puisqu'il pourrait être tout autre sans cesser de dépendre de la même cause, alors l'homme ne ressemble pas et ne peut pas ressembler à Dieu. Ah, sauf si Dieu le dit, comme Occam l'a lu dans la Genèse. Alors les œuvres de l'homme ne lui ressemblent pas, sauf s'il le dit expressément. De là s'ensuivent des conséquences aussi nombreuses, aussi actuelles, qu'impossibles à comprendre sans les rapporter à leur origine nominaliste. Si l'homme individuel ne peut pas ressembler à sa cause, c'est-à-dire à Dieu, et s'il ne peut pas rendre semblables à lui ses œuvres, comment pourra-t-il encore se connaître? Il ne le peut pas, si ce n'est en se regardant. Narcissisme fort répandu, mais mortifère, comme dans la fable célèbre de la mythologie grecque, et surtout, narcissisme vain. Un miroir ne donne rien à connaître, n'offre rien à celui qui s'y regarde qu'il ne sache déjà. Entreprise vaine donc et décevante pour un nominaliste que de chercher à se connaître. Entreprise impossible qui conduit logiquement son auteur à chercher des compensations ou des illusions. Et c'est ainsi que l'homme nominaliste contemporain, qui a abandonné le Dieu d'Occam et qui a transféré sur l'homme et sur lui-même la potestas absoluta que Occam donnait à Dieu, l'homme nominaliste aujourd'hui connaît une crise d'identité dont il cherche à se tirer par toutes sortes d'artifices. Puisqu'il ne peut rien recevoir ex ante de Dieu pour se connaître, puisqu'il ne peut rien recevoir ex post de ses œuvres pour se connaître, il lui reste à se donner à lui-même ce qui lui manque. Mais comme on ne peut donner que ce qu'on a, plus il se donne, l'homme nominaliste, plus il se dépouille. De là vient ce paradoxe que plus il s'attribue de droits subjectifs et plus il sombre dans la perte de son identité. Réciproquement, plus il subit une crise d'identité, plus il se couvre ou se cache de droits subjectifs. De là vient cet autre paradoxe, que plus sa volonté individuelle se fait toute puissante en renversant les obstacles que seraient une nature humaine, une loi naturelle, un droit naturel, autant d'universels inexistants pour le nominalisme, eh bien plus il fait ça, plus il éprouve le besoin d'être représentant ou représenté en droit public comme en droit privé. Pourtant, on ne représente qu'un absent. On vante souvent notre système juridique, notamment public, de reposer sur une forme de représentation. Mais on remarque moins qu'il ne représente, ce système de représentation, il ne représente que lui-même, et par conséquent, rien. On peut représenter Dieu parce qu'il est absent, mais on ne peut pas représenter Dieu quand il est devant nous. À cause de quoi? Il est considéré, ce système, non pas comme le meilleur, mais comme le seul. Il est l'unique droit possible, et c'est bien cela que signifie le positivisme légaliste. Il n'y a de droit que de lois posées par des hommes, indépendamment de toute autre considération de finalité. Il n'y en a plus. C'est hors de discussion, ou ce qui revient au même, seules sont admises les discussions en son sein, celles qui font croire qu'on ne peut discuter, argumenter, dialoguer en dehors de lui. De là ce dernier paradoxe, que plus on discute à l'intérieur du droit nominaliste, moins on sait où on en est. Plus le légalisme nominaliste se répand, plus s'oblitère la distinction entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. Puisque l'effet ne ressemble pas à la cause, puisque la loi ne peut pas ressembler au législateur, l'effet ne peut être que ce qui succède à la cause ou ce qui lui résiste. La notion métaphysique de cause est peu à peu remplacée par la notion physique de temps et de force. L'effet venant toujours après la cause est logiquement jugé meilleur qu'elle, ce qui est un renversement.
mais explique pourquoi notre droit doit avant tout être à jour, ou comme on dit, être de son temps. L'effet résultant du pouvoir de la cause, c'est-à-dire de la toute-puissance de la cause, ne peut devenir à son tour cause qu'en renversant la toute-puissance de celle-ci et en prenant sa place. Le droit nominaliste, qu'il soit public ou privé, est devenu un rapport de force, c'est pourquoi il oscille constamment selon les majorités qui se succèdent. L'homme nominaliste ne sait plus à quoi il ressemble, ne sait plus qui il est. C'est pourquoi il lui est si vital de se proclamer égal à tout autre homme. Ça n'est pas une égalité au sens aristotélicien, c'est une égalité, pardonnez-moi, absolue, une égalité d'identité ou plutôt d'indifférenciation. Ce n'est pas une égalité juridique, ce n'est pas une égalité de fait, c'est comme qui dirait une égalité ontologique, en ce que rien d'autre n'existe qu'un individu, que cet individu dont l'identité est en tout point égale à n'importe quel autre individu. Lisez les dernières phrases du roman qui s'appelle Les mots, roman autobiographique de Sartre, et vous verrez que c'est comme ça que ça se termine. De même mouvement que le nominalisme juridique entraîne une crise d'identité, il entraîne une crise de l'altérité. Au fond, on retrouve toujours un petit peu le même problème du de eodem et diverso. On avait cru le chasser par la fenêtre de l'individualisme, eh bien on le retrouve intact à la porte de la maison du droit. Alors je conclus, j'ai encore le temps ou... Donc le nominalisme, c'est au fond trois choses, un individualisme, un volontarisme et un empirisme. Je n'ai pas le temps de détailler le troisième point, l'empirisme, mais peu importe. Parce qu'il est un individualisme, on aurait pu s'attendre à ce que le nominalisme exalte l'individu, et il l'a fait dans un premier temps. Mais parce qu'il est un individualisme conséquent, à terme, il écartèle l'individu, ce qui est une espèce de destruction entre le pouvoir qu'il garde et le pouvoir qu'il délègue, entre le droit du moi, droit subjectif, et le droit de la loi, droit objectif. Barrès pourra écrire que l'individualisme, c'est autant le culte du moi que l'ennemi des lois. Ce sont deux titres qui lui sont dus. Mais c'est tout aussi bien le culte de la loi que l'ennemi des moi. Parce qu'il est un volontarisme. On pouvait espérer que le nominalisme magnifie la volonté individuelle. C'est bien ce qui s'est produit au début, au profit de l'empereur Louis de Bavière et du général des franciscains Michel de Cézanne. Mais à la longue, ces volontés individuelles ont été emportées par la volonté collective ou la volonté générale. Qu'elle s'exprime dans le Léviathan de Hobbes ou dans le contrat social de Rousseau, cette volonté écrase tout ce qui s'opposerait à elle, tout ce qui s'oppose à elle, les volontés de tel ou de tel autre. Et tout ce qui la limiterait, c'est-à-dire que cette volonté écrase le bien et le juste. Le triomphe de la volonté nominaliste n'est que l'autre nom du totalitarisme. Et vous savez peut-être que le triomphe de la volonté, c'est le titre du film que Leni Riefenstahl avait consacré à Hitler. Parce qu'enfin il est un empirisme. Le nominalisme pouvait, comme c'était son ambition première, aiguiser le sens du concret et maintenir les pieds sur terre les philosophes et les théologiens tentés par les envolées idéalistes ou intellectualistes. Eh bien, à force de nier l'universel, puis la cause, puis la substance, puis le bien en tant qu'universel, le nominalisme a fini par les vider de tout sens, mais sans cesser d'employer ces mots. Et le nominalisme qui devait porter remède au verbalisme en est devenu l'agent et le véhicule. Car qu'est-ce que le bien, dites-moi, vidé de tout universel, ce qui vient d'une volonté individuelle, ce qui vient de n'importe quelle volonté individuelle, c'est un aplatissement. Qu'est-ce que la substance, si rien en elle n'est plus universel? Ça devient une espèce de causa sui, la cause de soi, autant dire le fait accompli. C'est un appauvrissement. Qu'est-ce que la cause, une fois répudié ce qui en elle était universel? Eh bien la cause devient un coup de poing ou coup d'état, un choc, celui du pot de fer contre le pot de terre, un rapport de force, c'est un retournement. Que devient dans ces conditions le droit dit subjectif? Un droit formel. Marx l'a bien observé. Que devient le droit dit objectif dans ces conditions? Un droit formel, forme légale. Qu'est-ce qu'une forme pure? Mais c'est une forme vide.
Alors à l'individu singulier ou aux individus collectifs de le remplir. C'est à quoi s'attacheront les successeurs d'Occam par le biais de l'utilité, qui deviendra un jour avec Bentham l'utilitarisme. Il se pourrait bien alors que le formalisme, forme vide, et l'utilitarisme, l'utilité, soient les succédanés nominalistes de l'aequum et du bonum, équilibre et bien classique, que décidément on ne peut pas perdre tout à fait. S'il en est ainsi, la domination planétaire du nominalisme et de l'individualisme actuel ne serait pas définitive, mais permettrait tous les espoirs de renouer avec ce que les Romains et Villers après les Romains ont appelé l'ars boni et aequi. Assurément, c'est cet espoir qui a animé Michel Villers et lui a donné cette vigueur pour critiquer la base philosophique, c'est-à-dire le nominalisme, la base nominaliste des droits subjectifs et des droits de l'homme. L'enjeu est de taille. Michel Villers a été incompris, disons qu'il a peut-être perdu cette bataille, mais qu'il n'a peut-être pas perdu la guerre. Il attendait la relève, c'est vous. Je vous remercie.